Voici les titres. La guerre se poursuit en Ukraine, la situation à Kharkiv est critique pour les habitants, le quotidien de ceux qui restent est très compliqué. La Russie ferme les robinets de ses importations de gaz vers la Pologne. Sacha Contempré est en direct de Varsovie pour nous expliquer la situation. Tenez le coup Sacha, on arrive très vite. Et chez nous, le monde du travail vit encore les bouleversements de la crise sanitaire. Le dernier en date, une hausse de 33% des jobs étudiants. Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous allez bien. À la une de l'actualité, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux civils ont tout perdu. La ville de Kharkiv est la cible des bombardements russes. Une poignée d'habitants tentent de survivre tant bien que mal au milieu des décombres. Regardez ces images, les commentaires sont de Lucas Serezia et les rires sont de Shannon Bayer. Kharkiv, proie de l'armée russe, la ville est presque déserte. De nombreux immeubles sont aujourd'hui détruits, éventrés ou encore victimes des flammes. Les tirs sont de plus en plus présents, comme en témoigne Denis, habitant de Kharkiv. Au début, il y avait des tirs, mais pas trop. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, un obus est tombé dans notre cour. Et dans la cour voisine, un obus est tombé dans le sous-sol. Et là, j'entends que ça explose. Mais j'ai réussi à me cacher, Dieu merci. Dans cette ville martyre, certains habitants refusent de quitter leur quartier visé par des tirs. Ils mettent tout en place pour tenter de se protéger. Ils ne veulent pas abandonner face à la menace russe. Nous allons nous battre. Le combat est long, mais il est nécessaire pour la victoire. Nous restons ici. Ma famille est ici. Mon fils est ici. Ma femme est ici. La copine de mon fils est ici. Donc nous avons décidé de ne pas bouger. Un enfer sur terre pour ses habitants. La bataille de Kharkiv n'est pas finie. 62 jours de guerre qui ont détruit la vie de nombreuses personnes. Un quotidien devenu incertain. Et face à cette poursuite de l'offensive russe à l'est de l'Ukraine, une quarantaine de pays se sont réunis pour discuter de l'aide militaire à apporter à Kiev. La réunion s'est tenue à Ramstein, une base américaine située au sud-ouest de l'Allemagne. Louise Delvaux, qu'est-ce qui a été décidé ? Alors, les États présents à la réunion ont décidé d'accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine face à la poursuite des combats dans le Donbass. On a notamment la France, le Royaume-Uni ou encore le Canada qui ont promis de nouvelles livraisons de missiles et de blindés. La Belgique était aussi présente, mais elle est restée discrète quant à la nature et à la quantité d'armes qu'elle allait fournir. Ce qui a été aussi frappant, c'est que l'Allemagne a modifié la position qu'elle maintenait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'elle a accepté pour la première fois de livrer des chars à un pays étranger. Donc la réunion s'est tenue sous l'impulsion des États-Unis et le secrétaire américain à la Défense a affirmé que l'Ukraine pourrait gagner la guerre si on lui en donnait les moyens. Donc tout l'enjeu de la réunion a vraiment été de coordonner l'aide à apporter à l'Ukraine afin de la soutenir au mieux face à l'offensive russe. Et alors Louise, quelles sont les véritables conséquences de cette décision ? Donc ce sont des armes plus offensives qui vont être envoyées et qui vont permettre à l'Ukraine d'attaquer la Russie sur son propre territoire. Et ça représente un changement dans la position des États occidentaux parce que jusqu'à maintenant, les armes qui étaient envoyées étaient plutôt des armes défensives. Et donc face à cette évolution dans la position occidentale, le ministre des Affaires étrangères russe a affirmé que la possibilité d'une troisième guerre mondiale n'était plus à exclure. Merci Louise, beau rattrapage. Il est prévu d'ailleurs que ces 40 pays se retrouvent désormais une fois par mois afin de discuter de l'évolution de la situation. La Russie a décidé de couper depuis ce matin la livraison de gaz vers la Pologne, une décision contraignante qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Nous retrouvons en duplex de Varsovie Sacha Contempré. Sacha, quelles sont les raisons de cette décision ? À l'origine du conflit, le paiement du gaz, puisque la Russie a décidé de faire payer en roubles les pays pour la livraison du gaz, notamment pour faire remonter l'économie qui est actuellement mise à mal par la guerre en Ukraine. Mais la Pologne s'est opposée à cette mesure, tout comme l'Allemagne et l'Autriche précédemment. Alors, donc, la Russie, via son géant Gazprom et Hezbollah, a donc décidé d'arrêter la livraison de gaz vers la Pologne, et ce, avec effet immédiat depuis ce matin, 8 heures. La Bulgarie, elle aussi, a décidé à écoper des mêmes sanctions que la Pologne. Et alors, Sacha, quelles sont les véritables conséquences de cette décision ? Les 2 pays dépendent majoritairement du gaz russe. Néanmoins, les gouvernements bulgares et polonais ont déjà annoncé avoir ouvert de nouveaux flux qui devraient permettre d'avoir du gaz en quantité suffisante. Chez nous, le prix du gaz devrait connaître un grand boom
puisque une inflation de 20% est à prévoir pour notre pays dans les prochaines semaines. Merci Sacha. En direct de Varsovie, faites attention à vous Sacha, ils arrivent. On l'avait presque oublié, mais il est encore bien présent. Le Covid-19 fait son retour en Chine. La ville de Shanghai est reconfinée et la situation à Pékin se complique. Mais comment les autorités réagissent-elles? Un reportage de Lucie Drigalski. À Shanghai, les rues sont vides. À Pékin, des files sans fin au centre du testing et des rayons de supermarchés bondés, comme un air de 2020. Depuis le mois dernier, la Chine connaît une nouvelle flambée épidémique. Dans la capitale, la situation se complique de plus en plus, même si les habitants n'ont plus peur. Xia Wengeng en témoigne. Je ne suis pas trop inquiet car Pékin est la capitale. J'ai confiance dans le gouvernement. La Chine est si forte maintenant, donc cette période épidémique ne devrait pas être un problème. Depuis le début de la pandémie, de l'expérience a été acquise. Face à cette nouvelle hausse, les autorités pékinoises réagissent vite afin d'identifier et d'isoler le plus rapidement possible les personnes infectées. Ils mènent une campagne de dépistage qui s'est étendue dans 12 des 16 districts, des mesures comprises et acceptées par les habitants. Je pense que notre pays se porte bien. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Nous devons juste prendre des mesures de précaution personnelle en fonction du pays. Nous devons nous-mêmes prendre des mesures. À Shanghai, la situation est déjà complexe. La ville est isolée et en confinement. Hier, 52 morts et 17 000 cas recensés en 24 heures seulement. Alors à Pékin, face à ces menaces, les habitants se ruent sur la nourriture pour ne manquer de rien en cas de reconfinement. Moins 25%, c'est la diminution enregistrée partout en Belgique du taux de fréquentation des collectes de sang. Un chiffre inquiétant alors que les stocks de sang n'ont jamais été aussi bas. Un reportage à la Croix-Rouge de Louvain-la-Neuve avec Louis Liseau et Lisa Guillaume. J'essaie de passer l'outil de droite à gauche en faisant un arrondi afin de créer l'arrondi du bol, le cul du bol. Et après, je vais faire le petit pied. Mais du coup, je pense que la crise du Covid a changé les choses, a vraiment changé la donne. Je pense que les gens ont d'autres, avec le télétravail, avec la situation économique qui est un peu différente depuis le Covid, je pense que les gens ont pris d'autres habitudes, ont un mode de fonctionnement qui est peut-être différent. C'est le travail de la matière. Le fait de pouvoir modeler à partir d'une forme... J'ai pas l'impression que ça évolue tellement en fait. Même si avec les réseaux sociaux, etc., on pourrait diffuser ça un peu plus, j'ai pas l'impression que ça change tellement. C'est plus des gens qui ont l'habitude ou dans la famille, les gens ont l'habitude et ça se véhicule plus par là qu'autre chose. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus ou moins là. Du côté du personnel du centre, Annick Mossia, infirmière depuis 40 ans, regrette quant à elle l'éternel recommencement des appels aux dons. Honnêtement, moi je ne trouve pas qu'il y ait une diminution dans la fréquentation, mais c'est seulement ce qu'on connaît depuis toujours, c'est qu'il y a des moments de pénurie parce que il y a des moments où les donneurs habituels ne sont pas là, parce qu'il y a les vacances, parce qu'il y a en hiver maintenant, c'est les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas venir. Donc je pense, moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait une diminution des dons, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut toujours recommencer et retrouver des nouveaux donneurs et ça. Ici à Louvain-la-Neuve, évidemment, on est super bien placé parce qu'on a normalement une population jeune qui peut donner. Et donc, c'est eux qu'il faut qu'on essaye aussi de faire venir ici au don de sang. Pour tenter de convaincre le plus grand nombre, la Croix-Rouge a lancé la semaine dernière l'opération Vivant. L'objectif, atteindre 40 000 dons de sang d'ici la fin du mois de juin. On remercie la maman de Sacha pour cette interview éclairante. Chaque année, depuis 20 ans, on recense entre 350 et 500 catastrophes naturelles dans le monde, un nombre en augmentation à cause du dérèglement climatique. C'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies. Des catastrophes de plus en plus nombreuses et meurtrières dans le futur. Mais de quel genre de catastrophes parle-t-on, Louis de Dobelaere ? Eh bien, ce seront surtout des événements tels que des inondations ou des sécheresses, mais par exemple pas des tremblements de terre qui n'ont aucun lien démontré avec le réchauffement climatique. Alors, lors de la présentation officielle du rapport, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a appelé la communauté internationale à sortir de cette spirale d'autodestruction. Je cite, « Nous devons transformer notre complaisance collective en action. Ensemble, nous pouvons ralentir le rythme des désastres qui sont évitables. »
Et est-il possible encore de sortir de cette spirale d'autodestruction? Est-il possible de faire marche arrière, Louis? À vrai dire, tout le monde n'est pas aussi optimiste que Nicolas Van den Neufel, président de la coalition Climat en Belgique, confiait à nos refrains d'RTL que quoi que nous fassions, nous atteindrons 560 catastrophes par an en 2030. Alors cela ne doit pas nous empêcher de faire des efforts, bien au contraire, car la situation pourrait être bien pire dans le futur si rien n'est fait. Et alors un dernier élément qui est important à préciser, c'est que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne vis-à-vis des catastrophes naturelles. Les pays en voie de développement y laissent en moyenne 1% de leur PIB par an, contre 0,1 à 0,3% pour les pays développés. Imaginez en Belgique 1%, cela représenterait une perte sèche de plus de 5 milliards, c'est quand même le double de la facture totale des inondations du mois de juillet dernier. Merci pour cette analyse, Louis, on voit que vous commencez à la connaître par cœur. Retour en Belgique, chez nous, le travail étudiant vit ses meilleurs jours. Selon une analyse de Randstad Research, le nombre d'étudiants a augmenté de 33% depuis 2019 et la pandémie y serait pour quelque chose. Un reportage de Valentina Jaimes et Lison Marsin. Le travail étudiant connaît une vraie renaissance depuis la pandémie. Le nombre de jobistes a même dépassé les chiffres reçus avant la crise sanitaire. Cette situation s'explique par la pénurie pendant la pandémie. On voit habituellement une augmentation des offres, notamment parce qu'on va arriver dans une période de vacances, juillet et août, qui se profile. Donc il va y avoir des jobs comme du cat-sitting, du dog-sitting. Il y a aussi des sociétés qui vont vouloir combler le départ en congé, comme par exemple le Wallonie. Et donc là, il y aura des offres de jobs qui vont arriver incessamment sous peu. Les secteurs de l'horeca et du divertissement, qui sont friands d'étudiants en recherche de job, tournent de nouveau à plein régime. Il faut dire que la pandémie de Covid était un obstacle pour beaucoup d'enseignes. Il faut le dire, toute cette période, on n'a pas eu besoin d'augmenter la quantité de jobistes chez nous. Et aujourd'hui, la vie reprend. À l'approche des vacances d'été, les offres d'emploi étudiants augmentent. Rien qu'aux vacances de Pâques, 16 000 étudiants ont travaillé. Pour Emmeline, c'était le moment de postuler. Des bouches à oreille. Tout d'abord, j'ai principalement été recrutée parce que je reprenais le job étudiant de la sœur de mon copain qui partait en Erasmus. Et donc elle m'a dit est-ce que tu veux bien le reprendre le temps de mon absence? Et au final, quand elle est revenue, elle a préféré pas le reprendre, donc j'ai quand même continué. Et donc là, je continue avec eux pour une durée indéterminée du coup. Les recrutements des étudiants se basent principalement sur leur disponibilité. Sans aucun doute, les étudiants sont faciles à former. Les étudiants universitaires sont une main-d'œuvre de qualité parce que quand on leur montre une fois, deux fois comment il faut faire les choses, il ne faut pas être diplômé universitaire pour tourner un cheeseburger dans un papier. Selon le groupe Randstad, si cette tendance continue, à ce rythme, le travail étudiant battra un record cet été. Et restons dans le domaine du travail. L'été dernier, la plateforme sociale TikTok a lancé un nouveau prototype, une application permettant aux utilisateurs de postuler pour trouver un emploi. Le principe est simple, une vidéo pour se faire connaître des recruteurs. Pour l'instant, ce projet n'est disponible qu'aux États-Unis. Pourtant, chez nous, les vidéos de ce type se multiplient. Une capsule vidéo de notre mogeuse Marine Skinkel. Vous les avez peut-être vus sur Facebook, Instagram, YouTube ou encore TikTok. Ces vidéos et posts, ce sont les candidatures modernes. Terminez les CV classiques et les entretiens d'embauche. Place aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un peu démodé d'aller postuler, de se rendre sur chaque site institutionnel pour poser sa candidature avec un CV, une lettre de motivation. Tout ça, ça ne va pas assez vite. On est aujourd'hui dans l'immédiateté et il faut qu'on s'adapte au marché de l'emploi et aux nouveaux candidats. Cette nouvelle manière de postuler, elle permet de mettre en avant la créativité, la communication, mais surtout l'utilisation des réseaux sociaux. Une compétence qui est de plus en plus recherchée par les recruteurs. Alors, les réseaux sociaux, à titre professionnel, ils ont un impact très fort et surtout à plusieurs niveaux en fait. On sait évidemment que les réseaux sociaux, ils peuvent aider pour le marketing des entreprises et la communication, mais ils ne sont pas simplement cantonnés à ça. Les salariés des entreprises peuvent s'en servir pour faire leur veille et également pour rejoindre des communautés existantes. Ces nouvelles candidatures ne sont pas parfaites. En effet, elles restent très impersonnelles. Il est dur pour le recruteur de juger le candidat uniquement avec une vidéo et non pas avec un entretien direct. Dès qu'un candidat franchit la porte, il peut être très en retard, ne pas avoir prévenu, ou se plaindre tout de suite qu'il a eu la difficulté à trouver, qu'il n'a pas de place de parking, ou alors dans les 15 premières minutes où on arrive assez vite à se faire une première opinion du candidat.
Mais les candidats ne sont pas les seuls à utiliser les réseaux sociaux. De plus en plus d'entreprises les utilisent également comme moyen de recrutement. Voilà, et on s'excuse auprès des frères de France 2 pour le vol d'images. Alors, recruter via les réseaux sociaux, eh bien, c'est ce que font par exemple les Nuits du Botanique. C'est d'ailleurs ce soir que s'ouvre le festival bruxellois. Il aura lieu du 27 avril au lundi 16 mai. Émile Feller, vous êtes sur place. Émile, quelles sont les têtes d'affiche de cette 29e édition ? Oui, François, pour cette année de reprise, une programmation assez discrète. Une seule grande tête d'affiche, c'est Gaëtan Roussel, le chanteur et leader de Louise Attaque, qui se produira juste derrière moi sous le chapiteau des Nuits du Botanique demain soir. À côté de ça, vous pourrez découvrir quelques nouvelles têtes avec Pomme, Oh Boy ou encore Antoine Wilmans du groupe Girls in Hawaii. Ajoutez à cela quelques artistes qui ont prévu de révéler leur nouvel album sur scène à l'occasion du festival ou encore quelques shows exclusifs qui ont été créés spécialement pour l'événement. Tous les ingrédients sont là, François, pour que tout se passe bien et pour que le festival se passe sous les meilleurs auspices. D'autant plus qu'il s'agit, François, de la toute première édition des Nuits du Botanique d'après Covid. Il y avait bien eu une édition en 2021, mais cette fois-ci, plus de Covid Safety Kit et plus de masques pour assister aux représentations. Deuxième question, Émile. Qu'est-ce que ça fait de prétendre être en direct du Botanique alors que vous êtes en réalité à 100 mètres de moi ici à Louvain-la-Neuve ? Est-ce que c'est vraiment déontologique ? Oui, François, le problème qui inquiète le secteur, c'est la grave pénurie de personnel, pénurie qui a rendu très compliquée la préparation de cet événement. Pendant la crise Covid, de nombreux postes ont été laissés vacants et les gens qui occupaient ce poste se sont déplacés vers d'autres secteurs. Maintenant que la vie culturelle reprend son cours, la demande en personnel remonte en flèche, et en marge du lancement de cette 29e édition des Nuits du Botanique, le monde du spectacle lance un appel à l'aide sous la forme d'une chasse aux talents sur les réseaux sociaux. Voilà, Frenchy, j'espère que cette intervention était meilleure que celle de ce matin. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour être plus professionnel, François. Tout à fait, Émile, rassurez-vous, de toute façon, on arrive à un beau ratage ici puisque nous étions censés recevoir un invité de marque, une joueuse en football féminin international, mais la régie m'explique que la joueuse n'est pas encore arrivée en studio. La joueuse vient d'arriver, c'est parfait. Elle va rester debout, de toute façon, c'est une sportive. Luca Chiresia, vous évoluez en football féminin. Votre club, les Red Dragons, évolue en Champions League. Hier, c'était Liverpool, demain, ce sera peut-être Manchester City. Luca, comment c'est arrivé tout ça ? Comment vous êtes lancé dans le football féminin ? Tout d'abord, il faut savoir que je suis la fille d'Eden Hazard. Ça fait 10 ans que je suis précoce de la balle au pied. Et c'est une passion, quoi. Je vis, je mange, je dors pour ça. C'est toute ma vie. Donc vous vivez foot, vous mangez foot, vous dormez foot. Quel est le programme pour la suite ? Est-ce que vous avez des grandes ambitions, encore plus loin que la Champions League ? J'ai pas des grosses ambitions, parce que je fais ça par passion. Donc j'irai là où le vent me mène. Mais en tout cas, pourquoi pas décrocher un ballon d'or un jour ? Beaucoup d'ambition, je vois. Et donc, à côté du sport, on a aussi la détente. Est-ce qu'en football féminin, la troisième mi-temps, c'est comme en football masculin ? C'est pire. C'est pire. C'est la débandade. Vaut mieux pas qu'il y ait d'hommes sur le terrain à ce moment-là, dans la buvette et tout, parce que c'est carnage. Hein. On en restera là, déontologiquement. Je suis tenu de vous arrêter. Voilà qui referme ce journal. Je vous retrouve demain pour le prochain 19h30. Tout de suite sur la une, c'est la météo de Stéphane Piedboeuf. Belle soirée, à demain.